Dans le monde impitoyable de la haute finance, où chaque seconde vaut des millions, vivait un homme pour qui le temps n'était qu'une suite de chiffres. Arthur Dubois était un titan, un bâtisseur d'empire dont le nom était chuchoté avec crainte et admiration. Du sommet de sa tour de verre, il voyait le monde à ses pieds. Pourtant, chez lui, dans son Penthouse luxueux, un silence de plomb lui rappelait chaque jour son plus grand échec. Son fils, Léo, cloué dans un fauteuil roulant par une maladie rare, vivait dans un monde que ni l'argent ni le pouvoir d'Arthur ne pouvaient atteindre. Pour cet homme qui achetait et vendait des avenirs, le présent de son fils était une énigme. Il était sur le point d'apprendre que les moments les plus précieux ne s'achètent pas et que la plus grande des richesses se cache parfois dans le geste simple et pur d'une inconnue. La vie d'Arthur Dubois était une machine parfaitement huilée, faite de pouvoir et de contrôle. Ses journées commençaient avant l'aube, au rythme des bourses asiatiques. Son bureau, perché au 60e étage, était son centre de commandement. Les murs étaient couverts d'œuvres d'art qui valaient plus que le PIB de certains pays, mais Arthur ne les voyait même pas. Ses yeux étaient rivés sur la danse des graphiques qui défilaient sur un mur d'écran. Ses conversations étaient courtes, ses ordres, définitifs. Il était un général en guerre économique, où chaque décision pouvait faire ou défaire des fortunes. Ce besoin de tout maîtriser s'appliquait aussi à sa vie privée, et surtout à son fils, Léo. Depuis que la maladie lui avait volé l'usage de ses jambes et une partie de sa capacité à communiquer, Arthur avait géré la situation comme un dossier d'entreprise. Il avait recruté les meilleurs spécialistes du monde, neurologues, kinés, psychologues, une armée en blouse blanche défilait dans l'appartement silencieux. Chaque rapport était un bilan trimestriel, chaque absence de progrès, une mauvaise performance à corriger. Un soir, en lisant le dernier compte-rendu, il soupira d'exaspération. Manque de stimulation émotionnelle, besoin de liens authentiques. Du charabia pour lui. Authentique, murmura-t-il seul dans son bureau. Je lui offre le meilleur de tout. Les meilleurs soins, la meilleure maison. Qu'est-ce qu'il y a de plus authentique que ma volonté de le voir gagner? Il ne comprenait pas. Il voyait la maladie de son fils non comme une tragédie, mais comme une imperfection dans le tableau parfait de sa vie. Léo, lui, vivait cette opulence comme une cage dorée. Son fauteuil roulant high-tech, valant le prix d'une voiture, le promenait dans des pièces immenses et froides, remplies d'objets précieux qu'il ne pouvait pas toucher. Par la fenêtre, il voyait la ville scintiller, mais il ne s'était jamais senti aussi seul. Son père n'était qu'une silhouette lointaine, un homme au téléphone dont la voix grave donnait des ordres à des inconnus. Pour Léo, l'amour était devenu synonyme de chèque et de nouveau médecin. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que son père l'avait regardé dans les yeux, sans chercher à mesurer ses progrès. À des kilomètres de là, dans un quartier populaire, la vie battait à un autre rythme. C'est là que se trouvait le coin chaleureux. Plus qu'un simple restaurant, c'était un refuge. Un petit bistrot où l'odeur du café se mêlait au rire des habitués. Et au cœur de cet endroit, il y avait Amara. Avec son sourire éclatant, elle se déplaçait entre les tables avec une grâce qui transformait son service en une sorte de danse. Amara n'était pas juste une serveuse. Elle était la confidente de la vieille dame de la table 3, la grande sœur des étudiants qui passaient leurs examens, une présence rassurante pour tout le monde. Elle menait une vie simple, jonglant entre son travail et ses cours du soir pour devenir éducatrice spécialisée. Ce n'était pas un hasard. Elle croyait que chaque personne, peu importe sa condition, portait une lumière qui ne demandait qu'à être vue. Pour Amara, la richesse ne se comptait pas en euros, mais en sourires et en moments de connexion. Elle possédait un trésor qu'Arthur Dubois, avec tous ses milliards, ne pouvait même pas imaginer, une empathie pure. Ces deux mondes, l'un froid et contrôlé, l'autre chaleureux et humain, étaient sur le point d'entrer en collision. Ce jour-là, le destin prit la forme d'une simple contrariété. La gouvernante de Léo eut une urgence familiale, laissant Arthur seul avec son fils pour la soirée, une chose qui n'arrivait jamais. Frustré, il regarda son agenda. Un dîner crucial venait d'être annulé. Son premier réflexe fut d'appeler une agence, mais quelque chose l'arrêta. Peut-être le regard vide de Léo, ou les mots du psychologue qui résonnaient encore dans sa tête. Avec un soupir d'agacement, il prit une décision sur un coup de tête. « On sort », lança-t-il, comme s'il s'agissait d'une corvée. Il ne chercha pas un restaurant étoilé, juste un endroit rapide et anonyme. En conduisant sa berline dans des rues qu'il ne connaissait pas, son regard fut attiré par une enseigne modeste, le coin chaleureux. C'était parfait. Assez ordinaire pour qu'on ne le reconnaisse pas. Il gara la voiture, sortit le fauteuil roulant avec une impatience évidente et poussa la porte du bistrot.
L'air chaud et le brouhaha le frappèrent. L'endroit était plein de vie, un joyeux chaos de conversations et de tintements de couverts. Arthur se sentit immédiatement à l'étroit. Il choisit une table dans un coin pour rester invisible, sortit son téléphone, son armure contre le monde, et se plongea dans ses emails, laissant Léo observer la scène en silence. C'est alors qu'une vieille chanson de soul s'éleva des haut-parleurs. Une mélodie simple, douce et mélancolique. Arthur ne leva pas la tête, mais il sentit un mouvement. Léo, qui fixait le vide, avait tourné la tête. Un de ses doigts, d'habitude immobile, se mit à tapoter doucement en rythme. Un signal presque imperceptible. Personne ne le remarqua. Sauf Amara. En passant, son regard s'arrêta sur le jeune garçon. Elle ne vit pas le handicap. Elle vit l'étincelle dans ses yeux, cette connexion secrète qu'il avait avec la musique. Elle changea de direction, un sourire sincère sur le visage. Elle s'approcha de leur table, ignorant l'homme puissant absorbé par son écran, elle s'agenouilla pour être à la hauteur de Léo. « Tu aimes cette chanson ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Léo, surpris qu'on s'adresse directement à lui, hocha timidement la tête. « Moi aussi, » dit Amara. « Elle donne envie de danser, tu ne trouves pas ?» Arthur leva enfin les yeux, prêt à la renvoyer. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Ce qui se passa ensuite défiait toute logique. Amara posa son carnet et tendit les mains vers Léo. « Alors, dansons » murmura-t-elle. Doucement, elle prit les mains du garçon dans les siennes. En suivant le rythme lent de la musique, elle commença à se balancer, faisant onduler le haut du corps de Léo avec elle. Elle ne le faisait pas juste rouler, elle dansait astérisque avec astérisque lui. Elle ferma les yeux un instant, l'entraînant dans sa bulle de grâce et de simplicité. Et Léo se transforma. Un sourire, d'abord timide, puis immense et éclatant, illumina son visage. Un son rauque s'échappa de sa gorge, un rire. Un rire pur, cristallin, qu'Arthur n'avait pas entendu depuis des années. Arthur resta pétrifié. Son téléphone tomba de sa main. Le monde autour de lui disparut. Il n'y avait plus que cette scène, une serveuse, une inconnue, partageant un moment de joie pure avec son fils. Une joie qu'il avait essayé d'acheter avec des millions, sans jamais y parvenir. Il ressentit un choc profond, un mélange de confusion, d'émerveillement et d'un autre sentiment, plus dérangeant, la honte. Pour la première fois de sa vie, Arthur Dubois était témoin d'une transaction d'une valeur inestimable, et il n'était qu'un simple spectateur. Le reste du dîner passa comme dans un rêve. Arthur paya, laissa un pourboire absurde et partit. Le retour se fit en silence, mais ce n'était plus le même silence. C'était le poids des pensées qui se bousculaient. L'image du sourire de Léo tournait en boucle dans son esprit, superposée à celle du visage bienveillant d'Amara. La joie spontanée de cette danse était un reproche violent à des années de thérapie coûteuse et de progrès consignés dans des rapports froids. Cette nuit-là, Arthur ne dormit pas. Debout face à la baie vitrée, il regardait la ville, mais pour la première fois, il ne se sentait pas au-dessus d'elle. Il se sentait minuscule. La question le rongeait, comment ? Comment une simple serveuse, en 3 minutes, avait-elle réussi là où une armée de spécialistes avait échoué ? Son esprit de PDG cherchait une explication logique. L'avait-elle reconnu ? Voulait-elle un gros pourboire ? Était-ce une manipulation ? Son cynisme refusait d'accepter la possibilité la plus simple. C'était un acte de pure gentillesse. Le lendemain, au bureau, impossible de se concentrer. Les chiffres lui semblaient dérisoires. L'image de la danse ne le quittait pas. Poussé par un mélange de suspicion et de fascination, il fit ce qu'il faisait de mieux. Il lança une enquête. Il appela son chef de la sécurité. « Trouve-moi tout ce que tu peux sur une femme nommée Amara. Elle travaille au coin chaleureux, ordonna-t-il, la voix moins assurée que d'habitude. » Le rapport arriva 24 heures plus tard. Arthur l'ouvrit avec une appréhension qu'il ne connaissait plus. Il s'attendait à trouver une faille, un passé trouble. Mais le dossier était d'une banalité déconcertante. Amara Diallo, 24 ans. Orpheline. Citoyenne modèle. Étudiante en travail social le soir. Et puis, la dernière ligne. Bénévole 2 fois par semaine au centre Le Pas Libre, un organisme local proposant des activités artistiques pour enfants en situation de handicap. Arthur relut la phrase plusieurs fois. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une manipulation. C'était sa vie. Ce geste était une seconde nature pour elle. Cette révélation fut comme un coup de poing à l'estomac. Son cynisme, sa meilleure armure, venait de voler en éclats.
Déboussolé, Arthur décida de reprendre le contrôle à sa manière. Il retourna au coin chaleureux, à une heure creuse. Amara le reconnut et lui sourit. « Comment va votre fils ?» demanda-t-elle simplement. Arthur ignora la question et alla droit au but. « Je vous offre un travail, » dit-il sèchement. « Pour vous occuper de mon fils. À plein temps. Je vous paierai 10 fois ce que vous gagnez ici. Dites votre prix. » Il sortit son chéquier, prêt à régler le problème comme tous les autres, en l'achetant. Amara le regarda, son sourire s'effaçant. « Monsieur Dubois, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Je vous remercie, mais je refuse. » Arthur fut soufflé. « Refuser ? Vous ne comprenez pas. Je peux changer votre vie. »« Je comprends parfaitement, » répondit-elle. « Mais ce qui s'est passé l'autre soir n'était pas un service. Ce n'était pas une prestation. C'était un moment. On ne met pas ça sur une fiche de paie. J'ai vu une âme répondre à la musique, et je l'ai invitée à danser. Je ne travaille pas pour des gens qui pensent que la joie de leur enfant est une marchandise. La joie, monsieur, c'est un cadeau qui se partage, pas un problème qui se règle avec un chèque. » Chaque mot le transperçait. « Acheter la joie de mon enfant. » La phrase résonnait en lui, cruelle et juste. Il était venu pour affirmer son pouvoir et se retrouver nu, ses motivations décortiquées par cette serveuse qui le regardait avec une sorte de pitié. Pour la première fois, son argent était inutile. Il balbutia quelques mots et sortit, plus perdu que jamais. La fissure dans son armure était devenue une brèche béante. Les jours suivants furent un supplice. Le monde des affaires lui semblait être une farce grotesque. Il réalisait qu'il connaissait la valeur de tout, mais l'importance de rien. Il se revit, des années plus tôt, à l'annonce du diagnostic de Léo. Il n'avait pas pleuré. Il n'avait pas consolé sa femme, qu'il avait quittée peu après, épuisée par sa froideur. Non, il avait ouvert son ordinateur et cherché « meilleur traitement, meilleur médecin ». Il avait essayé de réparer son fils, mais jamais de l'aimer pour qui il était. La honte l'envahissait. Après une semaine, il prit une décision contre nature. Il retourna au coin chaleureux. Cette fois, en plein service du midi. Il attendit patiemment près de l'entrée. Quand Tamara s'approcha, il n'avait plus l'air d'un conquérant, mais d'un homme vaincu. « Je suis désolé, » dit-il, et ces 2 mots lui coûtèrent un effort immense. « Vous aviez raison. Surtout. » Il déglutit, son orgueil lâchant prise. « Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment être avec mon fils. » Il y eut un long silence, puis il prononça les mots qui allaient tout changer. « Apprenez-moi. » Amara le regarda longuement. Elle vit la sincérité dans ses yeux fatigués. Ce n'était plus le milliardaire, juste un père perdu. Un léger sourire réapparut sur ses lèvres. « Personne ne peut vous apprendre, monsieur Dubois, » répondit-elle doucement. « Mais je peux vous montrer où apprendre. » Elle nota une adresse sur une serviette en papier. « Venez samedi. À 10 heures. Avec Léo. » C'était l'adresse du centre, le Pas Libre. Le samedi, Arthur gara sa voiture de luxe à plusieurs rues du centre. Le bâtiment était modeste, la peinture écaillée. À l'intérieur, pas de marbre, juste des murs aux couleurs vives, des dessins d'enfants partout, et le son joyeux des rires. Au milieu d'eux, Amara était à genoux sur un tapis, aidant une petite fille à peindre avec ses doigts. Elle les guida vers une salle de musicothérapie. Amara invita Arthur à s'asseoir par terre, à côté du fauteuil de Léo. Pour un homme habitué au fauteuil à 20 000 €, s'asseoir sur un coussin par terre était un choc. L'atelier commença. Amara distribua de petits instruments, des tambourins, des maracas. Elle entendit un à Léo, puis un autre à Arthur. « Jouez avec lui », dit-elle simplement. Arthur resta figé. Lui ? Jouer ? C'était ridicule. Mais en voyant les autres parents rire et chanter faux avec leurs enfants, il sentit son armure se briser un peu plus. Il regarda Léo, qui tenait le tambourin avec curiosité. Prudemment, Arthur commença à taper sur son instrument. Il se sentait stupide. Mais Léo, voyant son père, esquissa un sourire et frappa le sien. Le son était faible, mais il était là. Encouragé, Arthur continua, se surprenant à suivre le rythme, à regarder son fils, vraiment le regarder, non plus pour l'évaluer, mais pour partager ce moment. Et ce fut le climax. Pas un grand événement, mais un instant d'une simplicité bouleversante. Alors qu'il jouait, Léo se tourna vers lui et posa sa main sur celle de son père. Un contact délibéré,
un pont jeté par-dessus un abîme de silence. À cet instant, Arthur comprit. La joie n'était pas un but à atteindre, mais une présence à accueillir. L'amour n'était pas une ressource à fournir, mais une connexion à nourrir. Des larmes, de vraies larmes, montèrent aux yeux du milliardaire pour la première fois depuis son enfance. Il ne les cacha pas. Il n'était plus le PDG. Il était juste un père, assis par terre, tenant la main de son fils. Il apprenait enfin à danser. Cette histoire nous rappelle que les liens les plus forts naissent des gestes les plus simples. Si ce moment de transformation vous a touché, partagez cette vidéo pour répandre un message de bonté et rappeler au monde qu'un cœur ouvert peut changer une vie pour toujours. 6 mois plus tard, la tour du bois avait changé. Au 60e étage, à côté des œuvres d'art, un simple cadre était accroché au mur. Dedans, pas de diplôme, mais un tourbillon de peinture au doigt, chaotique et magnifique. C'était la première œuvre de Léo. C'était la chose la plus précieuse qu'Arthur possédait. L'homme aussi avait changé. Il quittait le bureau à 17 heures précises. Il ne répondait plus aux emails le week-end. Certains disaient qu'il avait perdu la main. D'autres voyaient une nouvelle lumière dans ses yeux. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la paix. Dans le Penthouse autrefois silencieux, la musique jouait souvent. On pouvait y voir Arthur, en manche de chemise, faisant tourner doucement le fauteuil de Léo dans le salon, tous deux riant au son d'une vieille chanson de soul. Leur relation n'était plus un projet, mais un dialogue. Arthur ne cherchait plus à guérir son fils, il cherchait à le connaître. Il avait aussi tenu sa promesse envers Amara. Il ne lui avait pas fait un chèque. Il a créé la Fondation Le Pas Libre, une organisation puissante destinée à construire des dizaines de centres comme celui où tout avait commencé. Et après avoir financé la fin de ses études, il lui en confia la direction. Elle n'était pas une employée récompensée, mais une partenaire. Un soir, lors du gala d'inauguration, Arthur monta sur scène. Au lieu d'un discours sur la finance, il raconta simplement son histoire. L'histoire d'un homme riche qui était pauvre, d'un fils silencieux qui lui a tout appris, et d'une serveuse qui, par un simple acte de gentillesse, lui a sauvé la vie. Il conclut, en regardant Amara et Léo au premier rang. Pendant des années, j'ai cru que mon rôle était de montrer le chemin à mon fils. J'ai découvert que ma plus grande réussite était d'apprendre à suivre ses pas. Arthur Dubois a appris la plus belle des leçons. Les vrais trésors ne sont pas dans des coffres-forts, mais dans les moments partagés. Dans un monde obsédé par la valeur des choses, il a finalement compris la valeur des gens. Et il a vu qu'un simple acte de bonté, un instant de joie, peut vraiment changer le monde. Une danse à la fois.